Alors je crois que bonsoir, on va commencer. L'école d'architecture est ravie d'accueillir ce soir Luca Merlini, architecte et enseignant. Je vais être assez bref. Il est né à Mendrisio, il a été formé à l'école polytechnique de Zurich, et puis il a été enseignant. Un des meilleurs enseignants que j'ai croisé et un très bon architecte, et je pense que son travail il est indissociable. Il a travaillé sur plusieurs livres, dont un très beau que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis là, je crois que ce qui est important, c'est qu'il va nous montrer une démarche qui est tout à fait personnelle, et je pense que ça peut tous vous aider pour, je dirais, fabriquer le projet. Il va parler du processus de fabrication du projet. Et donc, voilà, merci beaucoup d'être ici ce soir. Bonsoir à tout le monde. Merci à Dominique pour sa présentation et pour l'invitation, ainsi qu'à l'école à l'ENSA de Strasbourg. Il y a quelques mois, mon école d'attache, donc Paris-Malaquais, m'a demandé, dans un cadre quelque peu exceptionnel, de faire une leçon d'architecture. On vous entend pas? On m'entend pas? Non, on vous entend pas. Voilà, ça va mieux comme ça? Voilà. On m'avait demandé de faire une leçon d'architecture. Alors, leçon d'architecture, c'est un mot. Si des cours d'architecture, j'en ai fait beaucoup au cours de ma carrière d'enseignant, le terme leçon d'architecture lui renvoie à autre chose. Leçon d'architecture, cela a quelque chose de magistral, d'imposant et peut-être, paradoxalement, d'un peu impersonnel. J'avais donc fait un léger pas de côté, car en réalité, ce que je souhaitais, c'était emmener le public dans mon monde, comme vous avez pu le lire dans la petite introduction à ma conférence. C'est ce que je vais renouveler ce soir avec vous. Vous emmener dans mon monde et le faire à travers des dessins et des projets, d'où pourrait se dégager ce que signifie à mes yeux être à la fois architecte et enseignant d'architecture. Ce sera une conférence sur le regard et la main, sur quelques thèmes, concepts qui me sont chers et qui parfois sont devenus projets, sur une manière de penser le projet d'architecture profondément marqué par le littéraire que je suis, et aussi sur quelques héros qui se feront une apparition ici ou là, comme Melnikov, que l'on voit ici dans sa maison de l'Arbat à Moscou. J'aime ces photos. Elles montrent combien les fenêtres d'une maison d'architecte ressemblent à des casques de réalité virtuelle qui permettent une vision démultipliée pour comprendre le monde. Dans mon dessin juste à côté, les fenêtres prennent la forme de la silhouette d'autres architectes qui m'ont appris à avancer vers ce que je suis devenu. Les projets dont je suis l'auteur et que je vous montrerai ce soir, de toute période, n'auront pour objet que d'illustrer des positionnements et, chose importante, et peut-être la seule à retenir, comment ces positionnements sont eux-mêmes le projet, comment ils sont le projet. Le titre de la conférence peut surprendre. Construire, dessiner, transmettre. La logique voudrait peut-être qu'on mette le construire après le dessiner, puisque les dessins, dans la plupart des cas, servent à aller vers la réalisation. On sait toutefois que l'architecture n'a rien de linéaire. On transmet par le dessin, on construit le dessin, on dessine le transmettre, on construit des manières de transmettre, etc. Comme vous avez pu le voir dans l'image titre, ajouter un complément au verbe permet de préciser ma position. Construire une démarche, dessiner avec frénésie, transmettre la montagne. Ce dernier sous-titre est a priori énigmatique. On verra plus avant qu'il ne l'est pas tant que cela. Commençons par construire une démarche. Au sortir de mes études d'architecture, à Zurich donc, c'est une démarche que je sentais plus intuitivement que rationnellement devoir construire avant de construire des bâtiments. Et là, beaucoup de choses commencèrent par ma rencontre à New York en 1980 avec Bernard Tchoumi, avec qui j'ai travaillé plusieurs riches années. Les recherches théoriques sur la trilogie mouvement, événement, espace, à travers les Manhattan Transcripts, puis le passage à l'acte réel
le projet du parc de la Villette, qui, s'il se concrétise in fine en un parc urbain, a été avant cela la concrétisation d'une démarche. J'utilise concrétisation dans son sens le plus littéral possible d'ailleurs, c'est-à-dire donner matière. Je ne reviendrai pas ici sur le récit des années intenses, acharnées, combatives et souvent noctambules, il faut le dire, ni sur le grand terrain vague urbain qui devint le terrain d'expérimentation de nos recherches. La théorie construite, le bâtiment éclaté que représentent les folies rouges, presque Ferrari, les superpositions des points-lignes surface, l'hypercompression, un peu à la César, dans un même lieu de multiples programmes, parfois contradictoires. Tout cela est aujourd'hui un morceau de ville, ou mieux, d'entre-ville, entre périphérie et centre, entre foot de jour et cinéma de nuit, entre équipements de quartier et attractions touristiques, entre fidélité à des convictions propres et production d'un bien commun. Ma démarche d'architecte s'appuie sur ce que j'ai appris de ces années Villette, d'où, en termes de pensée pour le projet, je peux notamment extraire les 4 points suivants. Tout d'abord, la question de nommer les choses, c'est-à-dire mettre très vite en place le duel productif entre 2 modes de pensée nécessaires au projet, celui du verbe et celui du dessin, et par extension, savoir emprunter à d'autres disciplines. De la question de l'infinitude du projet, ou plus précisément, comment définir des règles qui s'étendent au-delà des frontières du contexte donné, que ce contexte soit entendu comme programmatique, cartographique ou disciplinaire. 3. La question de ce que je nommerais l'élasticité du projet. Si un élastique peut changer de forme, non seulement il conserve sa structure essentielle, son ADN, quelle que soit la forme qu'il adopte, mais sa capacité de transformation découle de sa structure elle-même. Face aux aléas forcément inévitables que rencontre tout projet en toute phase, par exemple le marge, le manque d'argent, l'évolution des demandes, les changements de programme, la fébrilité des maîtres d'ouvrage, la logique d'évolution et de transformation du projet n'est que l'extension de ses qualités propres. Et 4e point, conséquence des points précédents, c'est la revendication d'un non-discours sur la forme. Ou autrement dit, la revendication qu'un projet est conduit par des thèmes autres que formels et que ces thèmes, et j'évite momentanément à dessein le terme de concept, pour y revenir d'ailleurs assez vite, ces thèmes sont donc l'expression de notre capacité, en tant qu'individu et en tant qu'architecte, à comprendre les enjeux collectifs actuels. Sur la question de nommer les choses, je reviens un instant à Bernard Tchoumi, qui a écrit dans la revue Werk, Bauen und Wohnen de novembre 2014 un texte dont j'extrais la citation suivante. « Mon argumentation est bien sûr que l'architecture appartient par excellence à la fois au monde du sensible et au monde des concepts. Pour paraphraser l'historien Nikolaus Pevsner en le détournant, une remise à vélo dotée d'un concept, c'est de l'architecture. Une cathédrale qui en est dépourvue, ce n'est qu'un bâtiment. Il n'y a pas d'architecture sans idée ou sans concept. L'architecture invente des concepts et les matérialise. Ce n'est pas une question de forme, ou plutôt la forme n'est qu'une des composantes d'un concept. Ce qui distingue l'architecture d'une simple bâtisse ou d'un cabanon, c'est l'idée qui l'anime. Plan libre, maison sans fin, espace servi et servant sont des concepts qui se matérialisent par l'architecture. Donc, qu'est-ce qui invente des concepts et des idées en matérialisant? Réponse, l'architecture. Fin de citation. Peut-on alors affirmer que ce qui précède le projet d'architecture est son concept? Tentons d'illustrer cela. Il y a une vingtaine... je casse le matériel. Il y a une vingtaine d'années, le démon de l'écriture mêlé au dessin étant déjà là, j'ai dessiné une série de petits contes intitulés Préfixes. Commencez par vous montrer ce projet est significatif de combien le rapport entre texte et dessin est depuis le début une condition nécessaire à ma pensée de l'espace. Je me posais la question de définir ce qu'est la notion de préfixe en architecture. Le dictionnaire définit celui-ci comme une particule placée devant un radical qui en modifie le sens. Je m'attaquais, sans l'avoir alors vraiment formulé dans ma tête,
à cette question du concept comme générateur du projet. J'avais choisi quelques préfixes pour procéder au décryptage de quelques bâtiments qui m'intéressaient. Par exemple, à travers le préfixe photo, j'avais voulu mettre en exergue la singularité volante et lumineuse de la Peterschule, projetée par l'architecte Hannes Meyer en 1926. Une école qui a quelque chose d'un vaisseau spatial prêt à partir dans l'immensité du savoir. Partir. Hannes Meyer sut le faire. Rappelons qu'il fut un architecte tenté par les révolutions. Après avoir dirigé le Bauhaus, il quitta Suisse et Allemagne pour vivre à Moscou, puis au Mexique. Son architecture était sans concession, au point qu'il fut banni des traités d'architecture pendant des années. Elle était politique, radicale, brutale dans sa nudité stylistique et simultanément d'une précision époustouflante dans l'usage quotidien. La bonne dimension, la bonne lumière, le bon climat. Une architecture sans aucune démagogie envers l'air du temps. Le petit conte que j'écrivis alors naissait de 2 photos de Meyer, redessinées à ma façon, qu'on peut voir en bas à gauche. L'une prise à Bâle, sa ville natale, l'autre à Moscou. L'une et l'autre dominées par une lumière troublante et lointaine. Voici ce petit conte dans sa mise en page originale. Ce conte, il est aussi authentique qu'inventé. Les héros font toujours naître des légendes et je ne suis pas du tout un historien. Les 2 photographies, c'est le petit conte. La première image est celle d'une pièce presque vide. Le seul indice pourrait être une équerre fixée au mur. Le téléphone sonne. Une voix grésille, lointaine et étrangère. Hannes est-il là? Hannes est déjà parti. Il se tient à la proue de sa machine volante, la main en visière, le regard vers les steppes. L'image suivante est une chambre à Moscou. Hannes est là. Il donne l'impression d'être aux commandes d'un autre véhicule, obsessivement attentif à être le plus solitaire des pilotes. De sa machine volante délaissée, il a ramené quelques transats. C'est vrai qu'il prépare encore quelques traversées de la lucidité. Mais sur le pont de sa machine, il est resté quelques chaises longues. Les architectes aiment s'y retrouver de temps en temps, comme dans un sanatorium alpin, pour parler des audaces qu'ils n'auront pas. Ils s'échangent, à l'instar des enfants avec les footballeurs, des images pieuses des architectes. Dans la Dream Team, il manque des vignettes introuvables. Celle de Hannes Meyer, on dit que là-bas au Mexique, il en reste quelques-unes plantées sur les cactus. D'autres contes s'attaquaient à d'autres préfixes. Par exemple, à gauche, sur l'écran Dynamo, consacré à certaines architectures machines, certes douces machines, mais machines tout de même comme la maison de verre de Charot à Paris, la maison Schröder de Rietveld à Utrecht, ou la villa E1027 d'Ellen Gray et Jean Badovici à Roquebrune, Cap-Martin. À droite sur l'écran, le préfixe idios, particulier ou singulier, pour relever le paradoxe de la rampe wrightienne du musée Guggenheim, fluide et anti-urbaine au possible, insérée dans le paroxysme urbain rectangulaire qu'est New York. Le dessin projeté date de 2007. Il assemble tous les projets que j'avais faits depuis ma sortie de l'école jusqu'alors. Dessiner ce catalogue était un essai pour comprendre le parcours de mes projets, leur continuité et leur rupture. Plus qu'un dessin, j'ai toujours considéré cet amoncellement comme un texte, le récit d'un paysage grandement virtuel, puisque peu de projets se sont construits, mais paysage à la présence litanique, puisque reviennent de manière presque entêtante les mêmes sonorités projectuelles. Ici, entre les alphabets du verbe et du dessin qui se superposent, la différence est ténue, comme si l'un était le double de l'autre. Parmi les 121 carrés, qui portent chacun un nom, je m'arrête sur une île, agrandie dans l'image, et plus précisément les bloconymes de l'UNIL. L'UNIL, c'est l'Université de Lausanne. En 2006, notre agence a reçu une commande inattendue et surprenante, celle de renommer tous les bâtiments du campus de l'Université de Lausanne, une douzaine en tout. Étrange commande pour un architecte, mais finalement, pas tant que cela, puisque nommer revient à trouver le lien entre forme et fonction, et peut-être entre forme et fiction, entre objet et territoire, entre concept et processus.
Les bâtiments avaient alors des dénominations qui étaient les acronymes de leurs fonctions, tels que BFSH 1 et 2 pour les bâtiments de la faculté des sciences humaines. L'université souhaitait un système à la fois plus prononçable et plus repérable. L'université est un endroit où il fait bon, et peut-être est-ce même nécessaire, de s'égarer dans le savoir. Comment tirer parti de cette contradiction, se repérer et se perdre simultanément? Nous avons confronté deux pistes. L'une, celle des petits cailloux à la petit pousset que résume si bien Walter Benjamin, se perdre dans la ville comme on se perd dans la forêt demande un apprentissage. Nous sommes partis du texte d'Yves Bonnefoy, l'indéchiffrable, titre pour le moins manifeste. Nous avons superposé le texte de Bonnefoy au plan du campus. Cela donnait des termes un peu étranges comme Kirmé, Noulon, peut-être pas la meilleure solution. L'autre piste était descriptive, basée sur la combinatoire de formes et de fonctions. Cela a produit ce qui, au final, a été réalisé et qui représentait déjà en soi une révolution pour nos commanditaires. En somme, dans le cas présent, Georges Perec a triomphé d'Yves Bonnefoy. Certains d'entre vous pourraient être étonnés de me voir classer ce que je vous ai montré jusqu'ici comme des projets. Pour moi, ils le sont, puisqu'ils concernent la qualification de l'espace, ou mieux le dessin, S-E-I-N, de l'espace. Je vais me consacrer ci-après à des projets plus identifiables en tant que tels, sans entrer dans leur description, mais en expliquant en quoi ils répondent aux points méthodologiques évoqués précédemment. Passons donc à l'infinitude du projet. Ou comment étendre la problématique donnée au-delà de ses frontières supposées. Les deux projets qui illustrent ce point méthodologique pourraient être résumés de la façon suivante. Pour penser un logement, il faut penser la ville entière, c'est Alphabet City. Pour penser un lieu fermé, il faut penser un lieu ouvert, c'est la Suisse en mouvement ou Expo 02. Alphabet City est un projet de logement, mais question, habite-t-on dans ou entre? Ce projet manifeste date de 1988. Il préfigurait une condition d'aujourd'hui que le vers de Fernando Pessoa, « Je suis cet intervalle entre moi et moi-même » exprime mieux que tout. En 1988, on commençait alors à vivre dans l'interruption permanente. Par exemple, la publicité insérée au milieu des films se mettait en place. Aujourd'hui, on est plongé dans tous les entres possibles, entre deux mails, entre deux tweets, entre deux alertes en provenance d'applications, entre une certaine douceur de vivre et la fugacité des images qui nous viennent de Lampedusa ou de Syrie, entre ceci ou cela. Pour faire bref, le faire n'est qu'une somme de discontinuité. Notre espace est devenu une continuité d'intervalles. Comment peut se traduire spatialement un tel état de fait? C'est à cela que répond Alphabet City. On peut voir Alphabet City comme une prison infernale ou comme le lieu de toutes les rencontres magiques et d'une indétermination programmatique totale. Le projet est constitué d'une enfilade de cellules ascenseurs de tailles différentes. Certaines peuvent être des salles à manger ou des chambres, d'autres des cuisines ou des salles de bain. Tout le système est en mouvement et donc pour passer d'une pièce à l'autre, il faut actionner la cellule ascenseur, rejoindre une coursive de distribution et aller chercher une autre colonne de cellules ascenseur. Mais on ne sait pas à quel moment on réussira à rejoindre le point où on veut aller. Et ce point est peut-être déjà occupé par quelqu'un d'autre. Bref, entre le rôti bien cuit à la cuisine et les convives qui attendent dans la salle à manger, il y a des errements ou des dérives possibles, au point que le rôti peut ne jamais arriver et que les convives sont partis lorsqu'il arrive. On trouve d'ailleurs des îles refuges, les échappatoires, qui permettent de court-circuiter le système. Alphabet City est l'endroit où le costard-cravate ou la tenue de bal croise le pyjama sans que l'on sache qui est déplacé. C'est la vie revisitée par Jérôme Bosch, en somme, la vraie vie d'aujourd'hui spatialisée. La Suisse en mouvement, ou Expo 02, est le projet lauréat proposé en 1995 par moi-même, Laurent Génie-Jasca et Michel Janot, pour la réalisation de l'exposition nationale de 2001,
devenue ensuite 2002. Tous les 25 ans, la Suisse réalise une exposition nationale, événement de 6 mois pendant lequel elle s'interroge sur ce qu'elle est. Les expos nationales sont en général de beaux moments d'architecture éphémère et de cohésion citoyenne. Cette fois encore, le projet que nous avions proposé est manifeste. Il considère qu'une exposition en un site fermé, constitué de pavillons, est un modèle hautement dépassé, du fait notamment qu'il ne peut raconter qu'une seule histoire. À l'époque des transhumances quotidiennes, ou plus importantes, dans un système de réseau de mobilité saturé dans un territoire hyperdense comme l'est la Suisse, nous avions pris pour axiome conceptuel d'une part que le déplacement lui-même devait être le lieu de l'exposition, et d'autre part que chaque visiteur avait droit à une exposition, à une visite singulière, différente de celle des autres. Les histoires à créer sont infinies. Le livre Marel de l'écrivain argentin Julio Cortázar, qui offre plusieurs parcours de lecture et dont nous avions utilisé un exemplaire customisé, que l'on voit ici, par nos soins, pour faire la démonstration de trajectoires en abîme, est devenu un mode d'emploi conceptuel. Nous portions l'idée que l'oralité pouvait devenir la vraie construction du territoire, car le récit que chacun ferait de son expérience serait ce qui allait tisser les liens et produire la vision démultipliée et contemporaine de la Suisse. Ces recherches sur d'autres formes et outils d'appréhension du territoire n'étaient finalement pas si éloignées de tout ce que nous avions exploré avec Bernard Tchoumi avant et avec La Villette. Le projet se situait sur les 3 lacs à l'ouest de la Suisse. Des bateaux expositions, dénommés les ateliers passagers, partaient des 4 villes périphériques, Neuchâtel, Bienne, Morat et Verdon, que nous avions dénommés Arte-Plage. En cours de navigation, les ateliers passagers en croisaient d'autres. Les visiteurs transbordaient des uns vers les autres. On ne savait jamais où on se retrouvait, dans quel questionnement sur la suissitude on allait évoluer. Chacun se fabriquait son récit à partir de fragments. Si la faisabilité du projet a été vérifiée et confirmée, le concept de revendiquer une forme de hasard pour écrire le territoire a effrayé les commanditaires politiques. Il a été modifié en cours de réalisation. Nous sommes entrés en conflit avec les organisateurs et avons dû, sans jeu de mots, quitter le navire. Mais cela est une autre histoire. Mais c'est peut-être néanmoins une histoire logique pour nous qui voulions laisser vivre toutes les histoires possibles. Celle de l'exclusion fait aussi partie de l'infinitude des choses. Et juste pour information, des images que vous connaissez certainement, des images de ce qui fut réalisé. De belles architectures, signées de grands noms comme Multipac, Diler, Scofidio, Remfo, Corb Himmelblau, Jean Nouvel ou Didier Faustino. Mais ces architectures restaient sur le modèle de pavillons dont l'exubérance formelle dépassait la signification du continu. Venons-en au point suivant, l'élasticité du projet. Ou, en d'autres termes, l'extension du domaine de la règle. Prendre la règle qui semble fixer le contexte donné et l'étirer jusqu'à son point maximal de tension, juste avant la rupture, pour en faire, par le projet, la critique. Démonstration là aussi à travers 2 projets, l'un très ancien, l'autre récent. D'abord, Frénétique Avenue, de 1991. Le programme de concours demandait une gare à Morges, petite ville entre Lausanne et Genève, et l'architecte répond par une ville entière. Ensuite, l'archipel des 3 petits cochons, de 2013. Le programme demande de bourrer de logements pour seniors de magnifiques granges rurales, et l'architecte répond par un démontage du trop-plein et du règlement. Frénétique Avenue. Ma position d'alors fut qu'on ne pouvait projeter une gare comme objet solipsiste. Un projet de gare renvoie à la question bien plus large de la mobilité et de la densification du territoire. On assiste, hier comme encore plus aujourd'hui, au développement de la métropole lémanique, 60 km entre Genève et Lausanne, une ville continue. Comment répondre alors à plusieurs formes de précision nécessaires? Celle du territoire, dans son extensivité géographique, et celle du Millimeterarbeit local,
pour reprendre l'expression suisse-allemande de travail millimétrique que j'ai beaucoup entendu pendant mes études à Zurich. C'est un reste, effectivement, de mes études zurichoises que j'ai beaucoup utilisé avec mes propres étudiants. En d'autres termes, quel système peut ajuster les frictions aussi conflictuelles que productives entre les échelles? Le projet proposait donc un élément qui courait tout le long de la distance, grande séquence linéaire. Localement, venaient prendre place des adapteurs qui permettaient la transition avec les situations particulières que rencontrait au niveau local cette frénétique avenue. Que ces situations soient d'ordre construit ou naturel, je m'étais amusé à l'époque à placer dans la longue bande active tout ce qui me passait par la tête. Des salles à piano, des pièces pour signer des pétitions, une sorte de speaker's corner de Hyde Park ferroviaire, des salons de tatouage, des microstades pour courses d'escargots, des rings à punching ball, des vaches regardeuses de train et des îles tropicales, une forme d'autocitation d'Alphabet City. Je note en passant que le monde des idées, dont l'architecture, donc de l'architecture, requiert une obstination aussi continue finalement que la métropole lémanique. Raconté comme cela, comme je vous le raconte, tout cela peut paraître une proposition quelque peu légère, voire délirante, malgré la mention qu'avait obtenue le projet au concours. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, je travaille dans le cadre de mon agence Merlini-Rivier à Lausanne, à l'agrandissement de la gare existante de Lausanne, qui consiste à doubler sa capacité dans les 10 ans à venir. Je découvre que 2 matières à la base de Frénétique Avenue ressurgissent comme cadre de notre travail. Primo, celle de l'extraterritorialité de la gare. Appelons-la cela ainsi, c'est-à-dire le fait que la gare, même si elle ne se développe entre guillemets que sur 500 mètres linéaires, porte des caractéristiques qui expriment sa traversée d'un territoire bien plus grand. Cela nous a amené à la définition d'un front, à un endroit sensible de la pente qui caractérise Lausanne, en 3 strates superposées qui renvoient chacune à une échelle différente. Celle de la rue et du voisinage très proche, soit l'échelle du micro local, celle du creusement de la roche, la topographie lausannoise, et l'échelle de la matérialité géographique et géologique d'une cassure dans la pente lausannoise, et celle du train qui traverse l'échelle du grand territoire. Secundo, la question des flux. La gare, en plein contexte urbain, manque de place. Problématique en somme identique à celle du territoire saturé à la base du projet d'Expo 02. Le dessin de l'espace projeté organise totalement le flux des passagers pour que ceux-ci n'attendent pas sur les quais qui sont trop étroits. L'architecture naît du mouvement et l'insertion sur les lignes de mouvements de micro-activités qui agissent comme des attracteurs de l'attente, occuper les usagers, parfois de manière un peu comique et dérisoire, j'en conviens volontiers, pour qu'ils ne montent sur les quais qu'au dernier moment. Un projet d'il y a 35 ans, et qui était un concept pur, certainement naïf et provocateur, préfigurait sans le savoir le programme d'une gare de 2030. La gare de Lausanne est un peu l'enfant à la fois d'Alphabet City, de la Suisse en mouvement et de Frénétique Avenue. Oui, le travail d'architecte est un travail d'obstination et de patience et un terrain fertile permanent pour les nous-mêmes d'avant et les nous-mêmes à venir. Venons-en maintenant à l'archipel des 3 petits cochons. Étrange titre, hein? Parce qu'il se réfère au monde des fables. Ce projet revendique la volonté de chercher la solution du programme ailleurs que dans la condition imposée au départ, tout en donnant une réponse conforme. Le programme, justement, transformer 3 granges dans un petit village gagné par la périurbanisation en logement pour personnes âgées. Lorsqu'on regarde les règlements concernant ce type de logement, on constate qu'ils sont principalement dans une posture de défense et non d'incitation. Les règlements disent « les couloirs doivent avoir tant de largeur, les rampes ne doivent pas dépasser tant de pourcentage, etc. » Marie Richaud fait dire à Fernand Pouillon, dans son roman « Climat de France », il faut cesser de revoir à la baisse le désir d'habiter. Il faut vivre dans plus grand que soi. Jamais ces règlements ne suggèrent « le logement doit donner du plaisir ».
Le logement doit ressembler à la passion de chacun, comme celle de Jack Nicholson qui joue du piano sur un camion dans Five Easy Pieces de Bob Rafelson, comme vous avez pu le voir dans une diapositive précédente. Le logement comme aventure personnelle à inventer. La proposition repose donc sur ce premier constat, offrir une stratégie autre que défensive. Elle repose de plus sur un second constat, contradictoire avec les données mêmes du concours. La qualité des granges vient des immenses espaces vides qui sont ce pourquoi elles existent et qui font leur valeur. La réponse naît logiquement de ce positionnement. En remodelant le sol pour trouver une meilleure intégration dans le sol, dans la topographie avoisinante, et en créant des socles habitables sous les granges existantes, on aménage des logements de plein pied. Avec la terre enlevée, on construit une chapelle qui était demandée dans le programme. Comme on peut le voir dans la coupe, chaque appartement dispose d'une cellule ascenseur, que l'on peut voir comme une citation de la maison Lemoine de Coulas, mais aussi peut-être comme un souvenir plus personnel d'Alphabet City, qui dessert un lieu où chacun des habitants a une pièce passion. Le piano, le cyclisme, la natation, la lecture, l'horticulture ou le salon de thé immergé dans du Chopin. Des nuages passion se mettent à flotter dans le grand vide, à l'image certes osée, des objets volants, chambres, lits, sièges, qui habitent les fresques de Giotto à Assise, qu'on voit dans la deuxième image à gauche, en haut à gauche. Pourquoi 3 petits cochons? Les 3 granges sont au croisement de 3 conditions paysagères. L'une est tournée vers les champs, l'autre vers la forêt, la troisième vers le village. Paille, bois et pierre. Et le loup qui rôde, c'est la chapelle de terre. Le projet est à l'image des fables, cruel et amical. Il est la mise en forme de la fragilité d'être au monde et admet même sa propre disparition comme une condition naturelle. Les granges fragiles finiront par tomber en ruine et disparaître. L'intérieur deviendra l'extérieur. Et dans 20 ou 50 ans, un autre architecte viendra raconter une autre fable, comme on peut le voir dans le schéma en haut à droite. On voit l'état actuel, la transformation, l'écroulement des granges et un nouveau projet qui vient se superposer à ce qui a déjà été fait. Soyons clairs, lorsqu'on propose un tel projet, on sait qu'on ne va ni le réaliser, ni même gagner le concours. Mais j'ai toujours considéré que le concours était un espace de recherche et de critique. Dans le contexte actuel, c'est vraisemblablement un positionnement de tendance romantique, voire dinosaurienne. En s'offrant le luxe de faire de tels projets, l'architecte écrit le brouillon pour d'autres projets. Dans le cas présent, il m'a permis de d'interroger la forme d'intimité que chacun entretient avec l'espace et comment ce rapport intime peut devenir fragment du collectif. Cela amène à parler naturellement du 4e point méthodologique, évoqué au début de cette conférence. La capacité pour l'architecte à traduire à partir de ses convictions ou de son histoire personnelle, les enjeux de ce qui est destiné à devenir un bien commun. Démonstration rapide à travers là aussi 2 projets, Pontville et la ville Tessin. Pontville est le projet lauréat d'un concours à Lausanne en 89 que Bernard Atchoumi et moi-même avons fait en association. Le cadre était la transformation d'une vallée, la vallée du Flon, située en plein cœur de ville et marquée par son passé industriel dû à la planéité de son sol suite au remblayage réalisé au XIXe siècle, alors que Lausanne est une ville en pente. Notre projet est la transcription de notre expérience de l'espace tridimensionnel de Lausanne, ville où nous avons grandi tous deux. À Lausanne, nombre de bâtiments ont 2 accès, l'un bas et l'autre haut, utilisés par les Lausannois comme passage ou escalier urbain, sans que l'on sache pour finir où se situe le rez-de-chaussée. L'espace lausannois a quelque chose de l'espace cubiste, où plusieurs points de vue se chevauchent simultanément. À cet enchevêtrement spatial s'ajoute la présence de plusieurs ponts s'hybridant avec des édifices. De Johnson à Konstantin Melnikov en architecture, en passant par Métropolis de Fritz Lang au cinéma, les ponts habités font partie de notre imaginaire d'architecte, du fait de la superposition des échelles qu'ils instaurent, l'infrastructure versus la domesticité urbaine. De la tridimensionnalité
côtés agités, des connexions horizontales et verticales et des ponts habités, nous avons fait le socle conceptuel du projet Pontville. 5 ponts se placent dans la vallée comme des carrefours urbains et comme le support à l'espace public irriguant des fonctionnalités de la ville dans les 3 directions, est-ouest, nord-sud et haut-bas. La partie tout à l'est, au fond, au final, le projet global ne s'est pas réalisé, pour des raisons longues à expliquer. La partie tout à l'est a vu toutefois un projet se développer pour devenir la place de l'Europe et un hub intermodal des transports publics que nous avons réalisé entre 2000 et 2008 en transportant à l'échelle du fragment urbain des convictions que nous avions à l'échelle de l'ensemble de la vallée. Retour à l'envers, donc, sur l'infinitude du projet, plutôt que de nous en montrer des photos, le dessin étant l'assise de mon discours d'aujourd'hui, je préfère vous livrer 4 images concept qui illustrent parfaitement le projet réalisé. La ville Tessin est un projet non réalisé lui aussi pour un centre des congrès et maison de culture à Lugano, dans la partie italienne de la Suisse, au sud des Alpes. Là aussi, au départ, c'est une histoire d'enfance. Dans la ville Tessin, j'ai voulu raconter le territoire que j'ai absorbé enfant et construire en 200 mètres linéaires les 100 km qui vont du massif du Saint-Gothard à la plaine lombarde, qui est un maillon stratégique des 2500 km entre Hambourg et la Sicile. C'est le récit compressé d'un territoire fait de cassures, de plis alpins et de douceur méditerranéenne, de montagnes qui finissent ou naissent en collines, de lacs et d'îles, de chevauchements de tunnels et de ponts. La plus belle autoroute d'Europe traverse le Tessin grâce à l'architecte Rino Tami. C'est le récit d'un territoire d'architecture brutaliste, de passeurs de frontières, d'ancestralité granitique et de modernité accélérée. C'est cette dimension narrative, voire archéologique, et peut-être même pédagogique, que j'aurais voulu offrir à travers un projet qui commence par un musée-jardin au milieu du lac, en une sorte d'île Borromée revisitée, qui attrape sur son parcours une église romane existante, qui se creuse dans la pente pour devenir un tunnel auditorium et se termine par un bloc habité plié comme un escalier monumental qui grimpe jusqu'à la gare de la ville. Un projet coupe sur une traversée géographique entre nord et sud de l'Europe. Pour conclure cette partie, construire une démarche, un commentaire. Dans la vie d'un architecte, les projets réalisés ou non se suivent, se complètent, parfois s'entassent et s'archivent, tant bien que mal. Parfois il arrive qu'on les oublie. Mais même oublié, chaque projet est précieux. Il a été ce que nous étions à un moment donné. Et chacun mérite qu'on y revienne un jour. Car certains projets servent de moteur à d'autres, certains sont plus courageux, ou du moins plus intenses, que ceux que l'on finit par construire. Et pour certains, enfin on garde une tendresse d'architecte, parce que le projet de papier reste un révélateur de ce qu'il est. L'univers n'existe que sur le papier, écrivit un jour Paul Valéry. Vous avez vu défiler un certain nombre de dessins et le rôle fondamental que ceux-ci jouent comme outil de la pensée. Je commencerai cette partie dessinée avec frénésie par les images d'une performance que j'avais organisée il y a plusieurs années. L'architecte est enfermé dans une cage et reçoit du public qui lui décrit des espaces dont il rêve. L'architecte, comme dans une fable à la Italo Calvino, a perdu l'usage de la parole. Son seul moyen pour répondre est le dessin. Au-delà du challenge de produire très vite des solutions, cette expérience a mis au jour 2 nécessités, celle de la transgression et celle, plus paradoxale, de l'erreur. L'erreur. Ces dessins se faisaient vite et je m'étais donné pour règle, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, de ne jamais recommencer un dessin. Lorsque j'estimais que quelque chose était raté, je faisais en sorte d'utiliser ce ratage pour le transformer en quelque chose de productif. C'est une condition stimulante, très architecturale.
Combien d'architectes font tout recommencer lorsqu'ils découvrent qu'il y a une erreur, par exemple sur le chantier, mais d'autres se servent de l'erreur trouvée pour faire avancer le projet et évoluer le projet, pour faire avancer et évoluer le projet, comme par exemple, pour le citer, Alvaro Siza. Pourrait-on voir le monde dans lequel on vit comme une série d'erreurs bien négociées? Peut-être, en tout cas, le mode de production sans retour de cette série de dessins a été une vraie interrogation méthodologique et un vrai apprentissage sur la fabrication du projet. La transgression ensuite. Parfois, face aux demandes, l'architecte... Excusez-moi, j'ai tourné trop vite. Parfois, face aux demandes, l'architecte doit se poser en résistant. J'étais surpris de voir combien les visiteurs étaient satisfaits lorsque je transgressais leurs demandes. Alors que beaucoup s'attendaient à une réponse pratique. Par exemple, ils me demandaient de résoudre un problème de cuisine mal agencé. Le dessin que je leur offrais pouvait les amener à découvrir que la solution à leur cuisine était ailleurs que dans la cuisine. Si l'architecture est un art de la contrainte, comme certains disent, c'est aussi un art de la transgression généreuse et du plaisir au-delà de la fonction. Dans l'acte de dessiner, je peux identifier un triple rôle, le plaisir, la critique et la recherche. Le plaisir, je ne m'y étends pas ici. Le plaisir est là et il vous accompagne. Il est dans la main et dans les yeux, ne serait-ce que parce que la main est l'extension du regard et de la pensée, et que le dessin nous porte parfois ailleurs que là où on s'imaginait aller. J'en viens à la critique et à la recherche. Les étudiants ou mes étudiants m'ont souvent entendu dans ma bouche l'expression de dessin sublime. Je leur demandais souvent de commencer leur projet par un dessin sublime. Par dessin sublime, j'entends les représentations d'architecture, qui incluent aussi bien le dessin, la gravure, le photomontage et autres techniques, lorsqu'elles deviennent la formalisation pour celui qui les a produites, de ce qu'il porte au plus profond de lui, en termes de conviction. Une sorte de contrat que l'architecte signe avec lui-même pour ses projets à venir. Il y a dans l'histoire de l'architecture un certain nombre de ces représentations marquantes, et je me suis souvent demandé si elles étaient encore d'actualité ou si elles n'étaient que l'expression, certes magnifique, d'un moment ou d'une théorie propre à un architecte. À titre d'exploration, par le dessin sur le dessin, j'insiste par le dessin sur le dessin, je me suis risqué au jeu de customiser 8 dessins sublimes, ceux que vous voyez à l'écran, 8 dessins sublimes de l'histoire de l'architecture et voir comment ils pourraient être faits aujourd'hui. Ne voyez pas dans ce travail de l'immodestie ou de la provocation, mais bien au contraire un voyage amical et respectueux dans la tête d'architecte qui accompagne ma démarche. Refaire ces dessins m'a convaincu combien ils étaient d'actualité sur quelques questions d'aujourd'hui, comme l'enfermement. C'est en réalité une manière d'utiliser le dessin de l'autre comme une archéologie de ses propres questionnements. Voici 2 exemples de cet exercice, fait dans le cadre d'un travail qui a donné lieu à une publication d'un livre par le laboratoire LIAT, auquel j'appartiens, à Paris-Malaquais, les collages revisités d'Archizoom et de Étienne-Louis Boulet, l'un justement sur l'enfermement et l'autre sur la notion d'avatar. Parallel District in Berlin par Archizoom, 1969. Une fois le mur passé, il y a un autre mur, et puis un autre et encore un autre. Tout n'est que mur. C'était en 1969 à Berlin ou ailleurs. Et maintenant, et ici, les murs ont poussé à l'infini, les murs se sont reproduits au point de disparaître dans une unique surface plane. Un nouveau sol, compact, prêt à recevoir d'autres murs, comme si rien n'avait jamais de début ou de fin. La bibliothèque royale de Boulet. L'espace monumental du dessin sublime de Boulet fait apparaître l'importance de 2 phénomènes. Le livre comme une pierre qui soutient la grande voûte et métaphoriquement comme soutènement du monde. Et l'art de la dispute comme activité citoyenne, même si à cette époque royale,
le mot citoyen est encore très limité comme acceptation. Aujourd'hui, le livre est peut-être mort. Les bibliothèques seraient alors réduites à des data centers banalisés. L'immense galerie devient le lieu de spectacle où se déroulerait le cruel combat entre le dernier livre et l'homme connecté, dont les membres se terminent par des écrans. La foule s'entasse dans les gradins. Des écrans géants sont suspendus dans la salle. Des spots fixés à la voûte éclairent le ring. L'art de la dispute a changé de camp. Il ne se situe plus dans les idées, mais dans le point. Dans le nouveau stadium national, la foule hurle « Mort au livre ». À force de regarder cette scène et d'entendre ces cris, on est pris d'un doute. L'image est-elle réelle? Puisque le monde n'est plus qu'image, ce combat est-il réel ou n'est-ce qu'un jeu vidéo plus vrai que nature? Quelque part dans le monde, il doit y avoir quelques personnes qui se sont adonnées à l'art de la dispute pour décider quelle image raconterait la mort du livre et comment elle serait diffusée à travers le grand réseau. Ce quelque part dans le monde est peut-être une grande salle voûtée remplie de livres achetés très cher dans des enchères par ces manipulateurs des idées d'aujourd'hui, habiles propriétaires des richesses du passé. Troisième partie. Enfin, et je le disais, le dessin sert à transmettre. Venons donc à cette dernière partie au titre mystérieux, transmettre la montagne. Transmettre, ça revient entre autres à parler des écoles d'architecture. Mario Botta, le fondateur de l'Accademia de Mendrisio au Tessin, pour l'anecdote, je suis né à Mendrisio, comme le disait Dominique, mais je suis né dans le bâtiment qui est devenu l'Accademia d'architecture. Voilà. Mario Botta aurait eu quelque part la phrase suivante. Pour un architecte ou un étudiant en architecture, il est important de se confronter tout de suite à la montagne. Question, quelle est la montagne? En réalité, les montagnes ne sont pas les mêmes au Tessin, à Porto, Mexico, Paris ou Strasbourg, évidemment. Il faut savoir que chaque école d'architecture a une méthode propre d'appréhender son cursus, notamment en première année. Certaines, par exemple, initient le cursus par une conceptualisation numérique. D'autres par la confrontation très rapide à la matérialité des choses construites. D'autres encore font un plongeon direct dans l'histoire. Lorsqu'on se promène dans les couloirs de l'Accademia de Mendrisio, encombrés de maquettes, on comprend comme un coup de poing le sens de la phrase de Botta. À Mendrisio, le premier travail imposé aux étudiants consiste en la réalisation en plaques de carton de gigantesques maquettes topographiques du territoire. Le nouvel étudiant est immédiatement projeté dans la matérialité et la forme du sol, comme si la nécessité première pour un futur architecte tessinois était d'apprendre à trouver sa place dans l'agitation, le vertige et surtout l'étroitesse du paysage, que j'essayais de décrire dans la ville Tessin. Pour préciser ce rapport au paysage, je me permets ici un bref détour par une anecdote personnelle. Jeune diplômé en architecture, j'avais eu un premier emploi justement au Tessin, chez un architecte impliqué dans la restauration de monuments historiques. Le cabinet de cet architecte était implanté tout au sud du Tessin, à Mendrisio justement, et avait un chantier à suivre à 80 km plus au nord, dans la partie italienne des Grisons. Une fois par semaine, je m'y rendais et prenais l'autoroute, celle dessinée par Rino Tami, en compagnie d'Ottavio Bernasconi, un architecte fort âgé qui physiquement semblait tout droit sorti d'un film néoréaliste et qui avait fait son apprentissage, et c'est pas rien, chez l'architecte rationaliste de Côme, Giuseppe Terragni. Bernasconi était un homme de grande culture, de grande humanité et pour moi de 1000 récits formateurs. À Bissone, village natal du grand architecte baroque Francesco Borromini, l'autoroute passe quasiment au-dessus du village. C'est une situation étonnante, on pourrait même dire détonnante, comme lorsqu'un porte-avions s'approche d'une barque de pêcheurs. On domine le passage lacustre en direction du Monte Salvatore. C'est à ce moment qu'Ottavio Bernasconi s'exclame et s'adresse au jeune architecte que j'étais. « Luca, lorsqu'on passe ici, on comprend Borromini.
Lorsqu'on a grandi ici, avec devant les yeux ce paysage qui associe rondeur et brutalité, ce paysage démultiplié de reflets, on comprend comment Borromini, devenu romain, a cherché dans ses architectures à réinventer les formes de son enfance. L'extraordinaire capacité de Borromini à travailler dans des situations d'exiguïté extrême de l'espace, comme il l'a fait dans nombre de projets, vient peut-être d'une sorte d'atavisme tessinois, une sorte d'atavisme de survie. Si trouver sa place dans un monde chahuté et la montagne tessinoise, peut-être pour Borromini y a-t-il eu une autre haute montagne, son rival Lorenzo Bernini. Tout cela pourrait expliquer sa ténacité à dilater l'espace de manière époustouflante, à inventer des géométries qui permettent aux tout petits de devenir immensité. Mais revenons à Paris. Je parle de Paris parce que c'est là que j'ai enseigné, après avoir enseigné à Strasbourg. Quelle est la montagne? Par quoi donc commencer des études d'architecture? Comme le démontre ma référence à l'Accademia de Mendrisio, on observe généralement dans les écoles d'architecture une adéquation entre la caractéristique culturelle liée au contexte où se situe l'école et l'orientation de l'enseignement, notamment de la première année, mais en général de l'ensemble du cursus. Comme si, en première année, l'entrée en architecture devait traduire à travers l'espace une manière d'être en un endroit au monde. En d'autres termes, le premier projet naît d'une sorte d'atavisme de survie mentionné plus haut. À Paris, on pourrait penser que cet atavisme est celui de définir les concepts qui permettent de travailler sur la ville-monde que nous habitons. Deleuze et Guattari écrivent dans Qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est l'art de former, d'inventer et de fabriquer des concepts. Je dirais volontiers, pour le paraphraser, l'architecture est l'art de former, d'inventer et de concrétiser des concepts. Le dessin projeté pourrait résumer cette orientation. Une maison qui croit encore et toujours et traverse tous les questionnements qui sont là. Les nouvelles frontières, la dernière vache, le corps prothèse et tant d'autres. À titre d'exemple, nous avions travaillé avec les étudiants sur le concept d'être seuil et la fabrique d'un territoire européen accueillant, courant de la Méditerranée à la mer du Nord, où se développeraient des projets seuil pour les populations migrantes. La forme du territoire européen, qui servait de prétexte à l'exercice, naissait de l'interprétation de 18 maisons manifestes placées dans 18 pays. Les étudiants étaient 18, c'est ce qui explique ce nombre de 18. Un départ de projet très conceptuel qui aboutissait ensuite à une obligation d'invention pour répondre à des conditions nouvelles. Inventer des lieux, inventer des manières d'agir et des rôles pour l'architecte, inventer des programmes, inventer des fonctionnements transgressifs. En somme, offrir à l'architecture une possibilité de réponse, voire même un devoir de réponse. Être seuil, c'est aussi la finalité d'une école d'architecture. À la question qui m'a été posée une fois, quel projet aimeriez-vous construire? J'ai répondu une école d'architecture. À défaut de la construire, je l'ai dessinée. Elle s'appelle le début de l'archipel. Les archipels me fascinent, contrairement aux îles solitaires. Car dans un archipel, chaque partie prend et donne quelque chose à une autre partie. La lagune vénitienne en est l'exemple, avec ses îles défensives, ses îles tourisme, son île des morts, son île hôpital, ses îles productives. Aucune n'est totalement autonome. Chacun a besoin de quelque chose situé ailleurs. Ce fonctionnement d'échange est, me semble-t-il, la condition même de la pensée architecturale. Le début de l'archipel est construit comme une série de traversées, celle de la vie des autres, celle des murs, celle du chaos, celle du savoir, celle des mutations. Voici un extrait de texte qui accompagne le dessin de cette école d'architecture. On ne peut qu'être frappé par la masse produite dans les écoles de possibles changements du monde qui restent finalement cloisonnés. D'où, avant-dernière étape de ces traversées successives, un grand vase qui recueille toutes les maquettes fabriquées dans l'école. Tombent des choses oubliées ou bibliothèques de solutions? Certainement les deux. Mais ceux qui enseignent voient dans cet entassement principalement un acte joyeux. Il signifie
que la dernière étape est celle de partir encore plus loin pour explorer tant d'autres pistes. Trop de pistes? Question. Le principe d'incomplétude partagée de l'archipel, on le retrouve dans le Xic, l'ouvrage que je viens de publier, où le dessin et le texte s'alimentent l'un et l'autre. Le Xic est dans mon esprit un outil pédagogique. Il entrelace 3 formes de récit, chacune faisant appel à l'écrit et au dessiné. On y trouve les X, ou les inconnus, comme en mathématiques, les I, ou les invités, les Q, ou les quasi-fictions, ou, comme je les ai appelés, les questions, par analogie au terme quasar que les astronomes ont inventé pour désigner les presque étoiles, quasi interstellar radio source. Et évidemment, le rapport entre question et question m'intéresse. Le parcours dans le Xic est libre. On va d'une forme de récit à un autre. Je lui ai donné une logique, mais d'autres logiques sont possibles. La représentation de ces parcours forme des diagrammes ou des cartes. On retrouvera dans la possibilité de ces parcours multiples quelque chose d'Alphabet City ou d'Expo 02. Finalement, ce jeu sur mes propres traces est une manière de rester fidèle à la recherche infinie d'une démarche et de préparer tout ce qui est encore devant, tant tout ce qu'il reste à faire. Ici, un dessin de la série Inconnue. Il s'intitule Traces. Dans le livre, il est un signe amical envers l'homme palimpseste qu'était André Corboz et aux multiples pistes qu'il a dessinées. Les Inconnus forment un lexique où chaque entrée se termine par un point d'interrogation. S'interroger est la condition première de l'enseignement. Et peut-être que la main qui dessine, dans ses cheminements errants, peut mener vers une réponse. Parmi les inconnus, il y a naturellement le terme dessin. Dessin, sport ou espace? Il existe le dessin sport de glisse, très coulé et fluide. Il existe aussi le dessin jeu d'échecs, stratégie de conquête de la feuille de papier, ainsi que le dessin judo dans lequel chaque ligne en fait naître une autre pour mieux l'esquiver ensuite. Mais aussi plus populaire, le dessin pétanque, boum boum, ricochet et grain de sable. Et le dessin sprint, explosif et violent, ou le dessin boxe, chorégraphie à la Cassius Clay, et encore le dessin escrime, élégant, millimétrique et sans pardon. Si pour le sport, chacun choisit celui qu'il veut pratiquer, en ce qui concerne le dessin, il n'est pas certain que chacun choisisse son modus operandi. Quoi qu'il en soit, l'emprisonnement semble être le dénominateur commun entre sport et dessin, ainsi que son possible aboutissement. Il n'est pas inhabituel que traits et ou gestes en mouvement échappent à son propre auteur pour devenir fil sans fin, s'enroulant d'abord autour de la main, du bras ensuite, puis du corps entier, jusqu'à le momifier. Mourir asphyxiés par la trajectoire de leur propre dessin, tel est le jeu dangereux auquel s'adonnent les architectes. Car ne tente-t-on pas, en tant qu'architecte, de dessiner à chaque fois et éventuellement de construire ensemble un avatar de son propre cerveau? Cet extrait tiré du Xic formera la conclusion de ma leçon d'honneur de cette conférence, qui, je l'espère, vous aura permis d'entrer dans mon monde comme je le souhaitais au début. Une dernière image, toutefois. Elle est elle aussi tirée du Xic. Le terme vide et son sous-titre « Angoisse terminologique », avec l'image qui faisait titre et affiche pour la conférence de ce soir. Pourquoi terminer avec cela? Chacun y verra la conclusion qu'il voudra. Pour ma part, c'est peut-être une manière d'insister sur combien le rôle de l'architecte, ici habillé de drôles de machines de regard, est jouissif et inconfortable. Jouissif parce que l'architecte possède le pouvoir de transformer notre environnement, et inconfortable parce qu'en faisant cela, il a l'obligation de déranger. Rappelons cette phrase de l'architecte catalan Josep Martorell. La bonne architecture, celle qui transforme la ville et sert la société, se reconnaît par la gêne qu'elle provoque. Je vous invite à gêner beaucoup avec intelligence. Merci de votre écoute.
Bonsoir, merci pour cette conférence et cette ouverture vers des autres horizons. La question que je voudrais poser, c'est au niveau du processus de création de ces mondes, de ces narrations. Est-ce que vous travaillez en même temps les textes, ça veut dire vous écrivez, vous construisez votre narration et puis venez avec des outils des architectes, ça veut dire avec les dessins, pour illustrer. Et à ces moments-là, c'est les mains qui prennent le dessus et qui ajoute, qui augmente cette réalité narrative, ou vous partez de la narrativité du dessin, ça veut dire de son propre, disons, son propre manière de s'exprimer, qui est toute seule, et vous revenez après, vous étoffez avec une narration. Est-ce qu'il y a un aller-retour, j'imagine, ou comme c'est votre conférence, en fait. Votre conférence, c'était une narration. Vous avez en même temps les images qui ont envoyées, qui illustraient d'une façon vos paroles, vos phrases, mais en même temps, ils nous amenaient un peu plus loin. Chaque fois, c'était pas juste l'illustration. C'est ça, c'est une question, comment vous procédez? Alors, pour vous répondre, d'une certaine manière, vous avez donné la description d'une chose qui se passe dans ce livre, le Xic, dans lequel donc, il y a 3 formes de récits, mais notamment les X sont toujours un rapport entre un texte et un dessin, mis face à face. Et mon principe, c'est de dire c'est que le texte et le dessin disent autre chose. L'un et l'autre sont incomplets sans la présence de... Et j'estime qu'ils se complètent. Ils ne disent pas la même chose, mais ils se complètent effectivement en étant. C'est le principe des îles que j'ai décrit. Et je travaille de cette manière-là. Alors après, j'ai jamais vraiment su expliquer clairement comment je travaille, parce que ça fait partie aussi d'une chose qui nous appartient. Parfois, j'écris d'abord et je dessine après. Parfois, généralement, le dessin précède, malgré tout. Mais c'est jamais disons un dessin ou un projet et le texte vient après. C'est des choses qui, même dans la fabrication, s'entrecroisent. En tout cas, voilà. Mais c'est plutôt le dessin qui est le déclencheur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Silence. Bon. Georges. Bon, en fait, ce que je voudrais dire d'abord, c'est le grand plaisir d'avoir à te revoir. Et on est nombreux ici, il y a de nombreux étudiants à toi qui parsèment la salle, des collègues aussi. Et de retrouver ton archipel magnifique, ton territoire de rêve, aussi le respect qu'on a de t'avoir côtoyé, d'avoir été tes étudiants. Et quand je dis le respect, c'est que tu n'es pas un rêveur, tu es vraiment un architecte, tu construis des choses magnifiques, complexes, tu as toujours été aux avant-gardes. Et ce plaisir aussi, je pense que c'est extrêmement important pour nos étudiants, c'est de découvrir que c'est un métier passion. Tu parles de chambre passion, tu parles et tu es à la fois dans ce plaisir du dessin, dans cette main intelligente que tu nous as en grande partie communiqué, mais aussi tout cet archipel, tous ces repères aujourd'hui constituent une œuvre, une carrière, et c'est absolument touchant. Voilà, je voulais t'en témoigner. Et aussi te dire mon respect. Je pense que je me fais aussi la voix de nombreux ici, de toute cette générosité et cette capacité à communiquer, d'être toujours dans le combat manifeste. Ces expos suisses, c'était monumental.
C'était il y a déjà 20 ans, et j'ai envie de dire à peine 20 ans. Ça avait déjà 15 ans d'avance, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les grands programmes d'urbanisme tournent autour de ces questions. J'ai extrêmement apprécié ce dernier projet que je ne connaissais pas sur l'extension de la gare, où finalement, d'un point de vue quasiment rétroactif, réapparaissent Alphabet City, etc. Ce qui, à l'époque, portait presque certains à rire, à se moquer, parce que c'est de la futilité, parce que c'est pas du béton, c'est pas de l'acier. Et au final, c'en est, et ça marche, et ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est magnifique, cette dimension du rêve, du programme, qui se transforme à partir du dessin en une pensée qui se concrétise ensuite dans des objets aussi rationalistes et fonctionnels que des gares suisses. Merci. Merci. Merci Georges pour ces commentaires. Allez. Et voyez, donc on peut vivre de ses rêves et voyager aussi. C'est un beau métier, c'est dur, c'est combatif, c'est un combat de boxe, mais c'est un beau métier. Alors on va peut-être remercier Lucas, mais moi ce que j'ai toujours apprécié dans tes interventions, notamment quand tu venais dans les jurys de diplôme, c'est la capacité que tu as à poser des questions par rapport à des projets qui sont présentés à toi. Et donc ces questions, c'est toujours des questions ouvertes. Et je trouve que ça, c'est la meilleure pédagogie qu'on puisse avoir, c'est-à-dire ouvrir le processus de projet pour que, en fait, l'étudiant puisse entre guillemets, trouver son chemin. Voilà, et je trouve que tu excelles dans ce domaine, et c'est pour ça que on aura encore grand plaisir à t'avoir en septembre pour les jurys de PFE. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous tous. Merci.